Bon, bah, on considère que les retardataires sont arrivés. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être là nombreux. Donc, moi, je suis Alexandre Amiot de la société Actility. Donc, Actility, je vais en dire un mot très rapidement, c'est une start-up en fait, française, hein, qui a mis au point des technologies qui permettent d'opérer des réseaux d'objets connectés basse fréquence. Donc, on vous en dira un peu plus et surtout, on vous dira ce que vous pouvez en faire parce que c'est ça l'objectif. Euh, donc là, l'Internet des objets dont on va vous parler pendant 1 heure. Alors, on veut que ce soit une réunion interactive, hein. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de timidité à avoir. On va pendant 1 heure vous présenter différentes expériences. Il y aura des créateurs aussi de start-up dans le domaine des objets connectés. On vous montrera un peu des technos, on vous fera des démos. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux d'objets connectés, c'est une vraie réalité, puisque enfin, il suffit juste de penser que des entreprises comme Orange, Bouygues, des grands opérateurs aussi investissent dans ces réseaux plusieurs millions d'euros dans le monde entier. Donc, c'est bien de construire des réseaux, mais il faut aussi qu'il y ait des usages. Donc, il faut essayer d'inventer ce qu'on en fait. Donc, on compte aussi sur vous là-dessus. Donc, l'idée, c'est que vous ressortiez de là en ayant quand même augmenté un peu votre niveau de connaissance, hein, sur ces sujets. Et puis surtout que ça vous donne envie d'expérimenter effectivement ces technologies. Alors, on vous montrera, on vous donnera des outils. Vous pourrez retrouver après sur Internet des plateformes où vous pourrez opérer ces réseaux. Notre magnifique dev kit que vous pourrez ensuite récupérer, on en mettra à disposition gratuitement à l'école pour que vous puissiez commencer à vous faire la main. Voilà, donc je donne la parole à Olivier qui va vous dire un mot pour recadrer un peu tout ça avec le projet pédagogique. Et puis après, on attaque. Et puis à 19h15, on vous invitera à boire des jus de fruits. Voilà, si vous voulez. D'accord? Bonjour à tous. Donc je suis Olivier Crouzet, je suis le directeur pédagogique de l'école 42. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je vois qu'il n'y aura que des étudiants effectivement dans la salle. Donc bienvenue à tous pour ce meet-up. Et je voulais juste dire un petit mot assez simple et assez bref avant de laisser l'équipe d'Activity nous faire une présentation et des démonstrations techniques. Simplement rappeler un petit peu l'état d'esprit de 42 qui consiste à finalement laisser s'exprimer le talent pour le numérique de nos étudiants et qui fait que finalement on organise tout autour d'eux une espèce de bac à sable géant dans lequel ils peuvent faire tout un tas de choses. Et donc il est totalement naturel de les sensibiliser, de leur mettre à disposition le plus possible d'ouverture, leur ouvrir le maximum de portes. Et je pense que ce meet-up est une bonne façon de les sensibiliser à tout un tas de technologies nouvelles, tout un tas de choses qui sont ou qui commencent à être à la mode, notamment donc, tout ce qui est IoT, tout ce qui est objet connecté. Ça fait partie des tendances. Il me semble normal d'avoir des étudiants qui vont aussi s'intéresser, peut-être pas tout le monde, mais d'avoir une frange de nos étudiants qui va s'intéresser à ce genre de choses-là, parce que ça va faire partie plus que probablement du quotidien de demain, et de pouvoir intégrer au sein du cursus de façon soit très classique avec un certain nombre de projets entre guillemets officiels, soit de façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, sideways, d'avoir des opportunités qui se dessinent, des envies de vouloir travailler sur des projets spécifiques comme ceux qui seront, je dirais, possibles par rapport au matériel, par rapport à la techno qu'on va vous montrer ce soir. Et de finalement valoriser ça dans le cursus des étudiants parce que ça contribue tout autant à leur préparation, à l'insertion dans le monde professionnel. Donc voilà globalement, j'ai envie de dire, le contexte en ce qui concerne l'école. Nous, on est très contents de recevoir Activity, d'ouvrir les horizons de nos étudiants, de donner tout un tas de perspectives pour cette insertion qu'on espère le plus réussie possible, déjà sur les premières étapes de stage et puis derrière sur l'intégration professionnelle définitive à la fin du cursus. Rien à rajouter. Très bien, merci Olivier. Donc je vais donner la parole à Gabor. Alors on va passer
On va faire des tranches d'une quinzaine de minutes. Enfin, je le répète, posez pas mal de questions si vous le souhaitez. On va commencer par effectivement vous décoder, enfin c'est Gabor qui va le faire, le monde IoT. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, avant de décoder quoi que ce soit, je vais vous faire bosser un peu. Alors, qui a déjà entendu parler de l'Internet des objets? Ok, c'est plutôt rassurant. Qui a entendu parler de technologies comme Zigbee, Z-Wave, par exemple? Ah oui, d'accord. Sigfox? Ah, quand même, plus de monde. Mince. Laura? C'est pas mal, je m'attendais à pire, enfin, donc ça va. Ok, donc c'est plein de protocoles. L'IoT aujourd'hui, c'est plein de protocoles, c'est plein de standards. Notre rôle ce soir, ce n'est pas de faire le tour de ces standards, sinon on y sera encore en 2017. Par contre, ce que l'on aimerait faire ce soir, c'est de vous parler de l'IoT d'un point de vue un petit peu global, un petit peu haut niveau, expliquer les grosses familles de technologies, les architectures usuelles, vous donner quelques exemples de ce que les gens, les industriels, les particuliers font avec ces technologies, et puis surtout de vous prouver 3 messages, parce qu'on n'arrive pas les mains vides ce soir, on est arrivé avec 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que l'Internet des objets, on en parle depuis des mois, voire des années, je pense que vous en entendez parler depuis pas mal de temps. La première bonne nouvelle, c'est que c'est là, aujourd'hui, il y a un marché. D'accord, c'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 5 ans. Le marché de l'IoT, bon, je vais appeler ça en anglais, l'IoT, est là, disponible aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous y mettre aujourd'hui, ce soir, c'est open for business. Deuxième bonne nouvelle, les technologies sont là également. Les technos sont matures, ils n'attendent que votre créativité, votre imagination. Troisième bonne nouvelle, les barrières à l'entrée pour faire joujou avec ces technos est quasiment inexistante. Aujourd'hui, il y a des dev kits à toutes les sauces, des Raspberry, des Arduino, des dev kits dédiés à tel ou tel protocole. Ça coûte pas grand-chose. Les antennes, pareil, ça coûte pas grand-chose. C'est vraiment à vous de jouer maintenant. Donc, c'est un petit peu les 3 choses qu'on va essayer d'illustrer en fait ce soir. Alors, l'Internet des objets, c'est essentiel, c'est vraiment disruptif parce que c'est réellement la 4e révolution industrielle. La première révolution, c'était le moteur à vapeur au XVIIIe siècle. Deuxième révolution, les chaînes de montage, le taylorisme aux États-Unis dans les années 1900. L'Internet dans les années 70, 80, 90. Et aujourd'hui, on a l'intelligence, on a les objets connectés. Donc l'idée derrière les objets connectés, c'est quoi? On prend n'importe quel objet, aussi anodin qu'il soit, un stylo, un micro, je sais pas, des chaussures, et on lui permet de communiquer des informations sur Internet. Aujourd'hui, quand on y pense en termes d'Internet des objets, qu'est-ce qui existe? On a les téléphones portables, il y en a entre 7 et 8 milliards aujourd'hui. Il faut comprendre que dans 4 à 5 ans, la plupart des études disent qu'on va en avoir entre 30 et 50 milliards. Donc on passe de 7 milliards de téléphones portables à 50 milliards d'objets connectés à Internet. Et de nouveau, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une plante verte qui communique sa condition, l'humidité du sol. Ça peut être des poubelles qui communiquent le taux de remplissage des poubelles. Ça peut être votre vélo qui va communiquer des informations sur sa localisation. Si quelqu'un vous pique votre vélo, s'il a un tracker GPS intégré, vous pouvez le traquer et le récupérer. Ça peut être des choses un petit peu plus industrielles comme des valves, des réservoirs de pétrole, des compteurs électriques de gaz ou d'eau. Ça peut être des systèmes d'éclairage, vraiment n'importe quoi. On leur permet d'envoyer des informations. En fait, non seulement on leur permet d'envoyer des informations sur Internet, mais en plus, on vous permet d'interagir avec ces objets-là. L'idée derrière l'IoT, c'est la bidirectionnalité. On reçoit de l'information de l'objet, mais on peut aussi envoyer des informations ou des commandes. Ouvrir tel ou tel système d'irrigation, lancer tel moteur, couper une caméra, lancer un compteur électrique, ce que vous voulez. Donc il faut bien garder à l'esprit en fait, cette bidirectionnalité et cette interactivité qu'on est censé avoir avec l'ensemble de ces objets connectés. Après, évidemment, vous dites, OK, 50 milliards de capteurs, je dois les connecter à Internet, ça fait quand même un paquet d'objets qu'il va falloir faire communiquer sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde connaît les câbles Ethernet, tout le monde connaît le Wi-Fi, un petit peu moins le Bluetooth ou le Bluetooth Low Energy. Mais aujourd'hui, les médiums principaux pour connecter des téléphones portables, c'est le Wi-Fi, c'est la 4G, la LTE, les ordinateurs, c'est Ethernet. Ces choses-là, on ne peut pas vraiment les utiliser pour connecter 50 milliards d'objets.
On va évidemment pas câbler 50 milliards d'objets d'ici 4 ans. On va évidemment pas faire en sorte que ces objets communiquent par Wi-Fi parce que normalement, vous savez que le Wi-Fi, ça consomme quand même pas mal de batterie. Donc, c'est pas la bonne solution pour connecter ces objets-là. Vous ne pouvez pas non plus utiliser des choses comme le Bluetooth Low Energy parce que même le Bluetooth, vous n'allez pas très loin par rapport, il faut un relais local en fait. Donc en fait, il y a tout un nouveau dogme, un ensemble de nouvelles familles technologiques qui se mettent en place pour répondre à cette problématique-là. Je vais vous l'expliquer sur le slide ensuite. Donc c'est un petit peu les grosses familles que je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout ce qui est câble, j'élimine d'office. 50 milliards d'objets, oubliez les câbles. On ne va pas s'amuser à tirer des câbles partout. Je passe ensuite aux satellites. C'est un créneau plutôt niche. C'est génial si vous voulez connecter des objets qui sont dans des endroits reculés et qui n'ont pas forcément de la connectivité Internet classique par Ethernet, par Wi-Fi. Donc typiquement, ça peut être des fermes gigantesques aux États-Unis, en Australie. Ça peut être des plateformes éoliennes ou des plateformes oil and gas offshore qui sont coupées du monde au milieu de l'océan. Toutes ces choses-là, ils n'ont pas le Wi-Fi. A priori, ils n'ont pas trop de câbles Ethernet. Il faut un espèce de médium pour envoyer les informations sur Internet. Et là, ils utilisent le satellite. Évidemment, c'est très cher. Donc, ce n'est pas pour n'importe quel type d'usage. C'est pour ça que cela reste un marché de niche qui n'est pas forcément accessible à n'importe qui, entre guillemets. Toutes les technologies de courte portée, je pense que vous les connaissez à peu près, le Wi-Fi, le Bluetooth Low Energy, tout ce qui est Zigbee, Z-Wave, Thread, qui sont en ce moment particulièrement utilisés dans tout ce qui est domotique pour brancher des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des détecteurs d'ouverture, de fermeture de portes. Attention, toutes ces technologies-là ont besoin d'un relais local. Typiquement, c'est votre box Internet, ça peut être Livebox, Freebox, ce que vous voulez. Imaginez si Internet est coupé chez vous ou l'alimentation est coupée chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces capteurs, vous ne pourrez plus recevoir des informations. Et c'est là où, en fait, il y a, je m'approche un petit peu, un nouveau marché qui est apparu depuis à peu près 2 ans, qui est complètement disruptif. C'est un petit peu la grosse nouveauté, qui s'appelle en fait le LPWA ou le Low Power Wide Area Network. En bon français, c'est des réseaux longue portée, basse consommation, donc qui résolvent un petit peu les problèmes qu'on avait à ce niveau-là en termes de couverture. Donc on peut communiquer sur une longue distance sans avoir besoin d'un relais local, tel qu'une boîte Wi-Fi. Et ça résout aussi la problématique de la 4G. Normalement, votre téléphone qui utilise la 4G, vous la rechargez tous les jours et si vous avez de la chance, tous les 2 jours. Ce n'est pas acceptable pour les 50 milliards d'objets qu'on va déployer dans les prochaines années. Il faut une technologie qui fasse en sorte que la consommation électrique reste très faible et que la durée de vie des batteries reste très élevée et se compte en mois, en années, voire en dizaines d'années. Donc, problème de distance, problème de batterie, solution, les réseaux longue portée, basse consommation. Donc là, on a des technologies comme Sigfox, que vous semblez connaître, LoRa, dont vous avez aussi entendu parler. Ces 2 technologies, il y en a d'autres, mais je ne vais pas forcément les aborder parce qu'ils sont plutôt sur une approche propriétaire ou niche, donc ce n'est pas hyper intéressant encore. Mais Sigfox et LoRa sont vraiment en train de s'imposer comme 2 standards essentiels sur le créneau des réseaux longue distance basse consommation. Comme l'a dit Alexandre en introduction, quand on a des opérateurs tels que Orange ou Bouygues Telecom en France ou Comcast aux États-Unis, vous imaginez un des plus grosses sociétés au monde, ou NTT Docomo au Japon, qui sont en train de déployer des réseaux LoRa qui vont couvrir l'ensemble de ces pays-là, c'est là où on se dit « Ah oui, le marché est là ». Quand les opérateurs investissent des dizaines de millions d'euros, on se dit « Ah oui, il y a de la demande ». Et ce qui est sympa, c'est que tous ces opérateurs, finalement, ils ne font que déployer un réseau. Donc c'est à vous de déployer les capteurs et les applications qui vont venir peupler ces réseaux-là. En France, Orange, il ne va pas développer des capteurs. Orange ne va pas développer des applications. Orange ou Bouygues Telecom vont s'appuyer sur un écosystème. Et l'écosystème, c'est vous. C'est vous qui allez créer en fait, des capteurs, c'est vous qui allez créer des applications qui vont venir peupler le réseau d'Orange et qui vont venir en fait, offrir des services qui sont assez disruptifs, puisque ces technos n'existaient pas avant. Donc, on peut faire plein de choses avec ces technos qu'on n'arrivait pas à faire avant. Par exemple, l'agriculture. C'est quoi le souci en agriculture? En agriculture, c'est des fermes qui sont assez gigantesques, en fait. Donc, si vous voulez utiliser du Wi-Fi pour mettre des capteurs de température ou d'humidité dans le sol de votre exploitation agricole, ce n'est pas la bonne solution.
parce que vous n'avez pas de relais local facile à installer à côté de votre vigne. En LoRa ou en Sigfox, c'est très facile. Vous n'avez pas à vous occuper d'une couverture de réseau. Le réseau est fourni par l'opérateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est développer en fait des capteurs et des applications qui vont être derrière déployées par des agriculteurs. Je passe sur la suite. En termes d'architecture, je l'ai un petit peu dit, mais je vais le redire. En fait, il y a 3 principales architectures qui sont plutôt complémentaires aujourd'hui. On a des architectures comme le Wi-Fi, qui se basent en fait sur une série de relais locaux. Là, il y a quelqu'un qui va s'endormir là. Donc, série de relais locaux. Donc ça, c'est typiquement les boîtiers de Livebox, Freebox, etc., qui sont essentiels. Si le relais local tombe, votre réseau est tombé. Deuxième architecture, plus si vous connaissez un petit peu Zigbee, Z-Wave, c'est ce qu'on appelle des réseaux maillés, où en fait chaque capteur peut être utilisé comme un relais pour relayer l'information vers un système centralisé. Donc si dans votre appartement, vous avez par exemple un capteur de température et un petit peu plus loin un capteur d'humidité, et en dessous de votre télé, une espèce d'antenne qui va recevoir l'information, les 2 capteurs vont pouvoir communiquer entre eux pour relayer l'information vers le système centralisé. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau maillé. Finalement, on a ce qu'on appelle les réseaux en étoile, qui typiquement, c'est les réseaux 4G LTE, donc c'est une série d'antennes qui sont installées pour couvrir un ensemble de un territoire en fait, qui sont connectés eux-mêmes à Internet, et l'ensemble de votre téléphone ou de vos capteurs vont communiquer directement avec ces antennes-là. L'avantage, c'est que quand on veut couvrir un pays entier comme la France, on peut le faire avec ce type d'architecture, parce que du coup, il suffit de déployer quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'antennes pour fournir une couverture globale à l'ensemble du pays. Par contre, si on veut déployer en fait, des petits box un petit peu partout, d'un point de vue investissement et d'un point de vue déploiement, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a aujourd'hui un nouveau segment qui s'appelle le LPWA, en bon anglais. En français, on utilise peu, mais le terme dédié, c'est plutôt réseau longue portée basse consommation. Donc, la particularité de ces technologies, c'est qu'elles vous permettent d'avoir des batteries qui durent plusieurs années. Donc, ça change de votre téléphone portable. Donc, quand j'installe mon capteur de température, que j'ai ici par exemple, ça, c'est un capteur LoRa de température, d'humidité et de CO2. Si je l'ouvre, c'est une batterie basique. Ça dure 10 ans. Ce n'est pas à cause de la batterie, c'est à cause de la technologie qui fait en sorte que pour envoyer chaque donnée, la consommation énergétique ou électrique est infinie. Enfin, ça consomme peu, quoi, en gros. Donc, c'est vraiment ça la puissance de LoRa, hein. Vous pouvez déployer plein de capteurs et vous oubliez toute la partie consommation énergétique. Déjà, aujourd'hui, on doit jongler entre 3-4 téléphones portables à recharger chaque soir chez soi, c'est assez pénible. Avec ça, il n'y a plus de problème. L'autre avantage, c'est que en LoRa, mon capteur, ou en Sigfox, soyons pas trop chauvins, en Sigfox et en LoRa, le capteur, il pourra communiquer avec une antenne qui a plus de 15 km. Vous imaginez? Pour couvrir un pays comme la France, Orange a déployé à peu près 4000 antennes. 4000 antennes à comparer, 4000 antennes à peu près 1000 € à comparer avec les réseaux 4G où il faut installer plusieurs dizaines de milliers d'antennes et qui chacun coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous comprenez bien que aussi d'un point de vue investissement, pour un opérateur, c'est très intéressant de déployer ce type de réseau parce que faible coût, longue portée, très faible consommation de batterie. Je remets juste ça avant de le casser complètement. Voilà. Par contre, élément essentiel, c'est le débit. Ce n'est pas fait pour envoyer de la vidéo. Sigfox et LoRa, oubliez la vidéo, oubliez le son, oubliez le streaming, c'est du bas débit. Ceux qui ont vécu la période modem 56K il y a une quinzaine d'années, 56K, LoRa et Sigfox, c'est à peu près 50 fois plus lent. D'accord? Donc ce n'est pas pour envoyer des photos, c'est vraiment pour envoyer des données de télémétrie, type capteur de température, capteur de parking, ou pour envoyer des commandes, genre allumer la lumière, c'est une simple commande on-off. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une payload de 10 mégabits pour ça, hein. Donc pour ce type d'utilisation, LoRa et Sigfox, c'est juste génial. Alors LoRa aujourd'hui,
c'est un standard ouvert, contrairement à Sigfox. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut utiliser la technologie pour déployer un réseau. D'accord ? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quasiment tous les opérateurs télécoms majeurs dans le monde sont en train de déployer des réseaux LoRa, qui sont évidemment tous interopérables. Hein. Donc, ça gère le roaming comme les téléphones portables de manière très, très transparente. Et tous ces opérateurs sont en train de couvrir la planète d'un réseau global en utilisant la techno LoRa. La France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, les États-Unis, l'Australie, la Chine. Tiens, on n'a pas mis l'Inde, mais c'est aussi en cours. L'Italie, enfin, c'est vraiment tous ces acteurs qui sont comme des acteurs majeurs du monde des télécoms sont en train de déployer des réseaux LoRa. Donc ça en dit long sur leur investissement et sur leur conviction que l'Internet des objets, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les années à venir. Alors, voilà, juste un petit focus pour rappeler LoRa, donc couverture, très longue distance, faible consommation de batterie, complètement bidirectionnel. Donc vous recevez des infos, vous pouvez également envoyer des infos, genre allumer la lampe, allumer le système d'irrigation. Ça utilise une fréquence qui est gratuite. D'accord ? Donc n'importe qui peut déployer un réseau LoRa, peut opérer un réseau LoRa et peut monétiser un réseau LoRa. Donc en France, typiquement, il y a une bande qui s'appelle la bande ISM, Industriel Scientifique Médical, 868 MHz, qui est gratuite. Si vous voulez utiliser un réseau LoRa, vous pouvez le faire. D'ailleurs, on a déployé une antenne dans l'école 42, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc il y a une couverture LoRa ici, maintenant, en ce moment. Alexandre va en faire la démo. Et on peut le faire parce que c'est gratuit. Le standard est ouvert et l'utilisation de la fréquence est gratuite. Il ne faut pas faire comme Orange qui va dépenser 20 milliards pour acheter une fréquence. Non, c'est gratuit. Tout le monde peut le faire. De nouveau, c'est faible débit. Donc ceux qui sont familiers avec les débits, on peut monter que jusqu'à 5,5 kilobits seconde. OK. Donc de nouveau, oubliez vidéo. Oui. Ça veut dire que si votre capteur est derrière 25 mètres de béton et que votre capteur de, je sais pas, votre meter, votre compteur électrique se trouve au -2 dans votre garage ou dans votre cave, bah les ondes radio vont descendre jusqu'à là. Ce qui n'est pas forcément le cas de votre téléphone portable. Ça veut dire que... Non, c'est pas la même fréquence. Pas pareil. En fait, c'est pas une question de fréquence, c'est une question de modulation et de type de signal. Pas du tout. Parce que les hôpitaux ont quand même... en fait, il y a un risque, mais qui est positif. Aujourd'hui, typiquement, l'ARCEP, qui est l'organisme en France qui gère un petit peu toute la partie régulation de la bande ISM, il s'est rendu compte que la demande est en train de croître sur cette fréquence 868 MHz, que tous les gens comme Sigfox, LoRa sont en train de se mettre sur cette fréquence-là et qu'il y a de plus en plus de capteurs qui communiquent sur ces fréquences-là. Donc ils se disent, chouette, plutôt que de mettre des entraves, je vais plutôt ouvrir d'autres fréquences supplémentaires qui seront aussi gratuites. Donc il y a un risque, mais c'est un risque positif d'avoir encore plus de fréquences libres. Ça répond à ta question? Vas-y. Oui, c'est pas les mêmes fréquences de nouveau. Et pour le coup, ce sont des fréquences qui sont payantes. Hein, donc la 4G, Oui. C'est eux-mêmes tout seuls qui ont décidé que c'était payant et pas gratuit. On est d'accord. Donc ils peuvent revenir dessus si jamais. En fait, c'est pas si facile que ça, parce qu'aujourd'hui, ce genre de choses est géré au niveau européen. Donc il y a une autorité de régulation qui s'appelle ETSI. Ils vont pas fermer des fréquences. En quoi ce serait leur intérêt de le faire? Non, bien sûr. C'est au contraire, ça encourage les gens, ça encourage le business. De libérer la 4G et la 5G, ils l'ont pas fait. Donc, mais là, il faut bien qu'ils mangent et qu'ils boivent un petit peu quand même. Merci. Oui. Il y a d'autres questions? Il y a une question au fond. Oui. Alors, en gros, vous avez un téléphone portable? D'accord. En gros, c'est 4 à 5 fois moins fort en émission que votre téléphone portable. En débit net pour moi. C'est du 25 mW si tu veux un chiffre précis. Donc c'est vraiment très très faible par rapport à l'antenne de ton téléphone portable. Non.
C'est les mêmes fréquences, de nouveau, les téléphones portables, ils commencent à 900, donc il y en a même à 700. Donc là, on est entre 700 et 900. Si vous acceptez le fait que votre téléphone ne vous tue pas, c'est pas LoRa ou Sigfox qui vont vous tuer. Oui, alors aussi, très important, la philosophie derrière LoRa et Sigfox, ce n'est pas d'envoyer des infos en continu. D'accord ? Tous ces capteurs-là, s'ils arrivent à tenir 10 ans ou 15 ans ou 20 ans avec la même batterie, c'est parce qu'ils vont envoyer une faible quantité de données, 1 fois par jour, 10 fois par jour, 40 fois par jour. Et ça reste minuscule, mais vraiment minuscule par rapport à vos téléphones portables qui communiquent constamment, même si vous ne vous rendez pas compte. Un téléphone portable, ça communique tout le temps avec l'antenne, même si vous appelez pas ou même si vous naviguez pas. Donc par rapport à un téléphone portable, ce n'est pas LoRa ou Sigfox qui vont poser des problèmes. Vous êtes rassuré ou... Okay. Non, franchement, voilà. Zéro danger. C'est même pas du 2,4 GHz. Donc, ok. Je dors pas trop avec mon capteur de température non plus, mais ça peut vous rassurer, mais c'est... Il y a déjà à peu près 30 réseaux Wi-Fi que je capte de ma chambre, donc de toute manière, on n'est pas à ça près. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est minuscule, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'ensemble de tous les réseaux qui nous irriguent constamment. Ces technologies-là sont très jeunes. Sigfox et LoRa, ils ont 3-4 ans, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées sur le sujet, notamment parce que c'est jeune et parce que scientifiquement, il n'y a pas de raison qu'il y ait un impact très fort sur la santé ou sur l'organisme. Ah bah non, justement. En fait, le fonctionnement, c'est je parle pendant 1 seconde et après je me tais. Le capteur, il se met vraiment en mode veille, où il communique quasiment rien, où il consomme quasiment rien, et il n'émet rien pendant une demi-journée. Donc, zéro danger. Une question ? Oui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ouais. La plupart des commandes, comme ce que vous êtes en train de dire, ça fonctionne sur du 433 MHz, plutôt sur de la courte portée. L'idée, ces deux technos pourront être complètement être appliqués à ce type d'usage, avec l'avantage que vos relais vont communiquer directement avec un réseau public, avec les antennes qui sont sur les toits. Donc si vous avez votre téléphone, vous êtes dans une autre ville, vous êtes au travail, et vous voulez envoyer une commande à votre système domotique, vous pouvez le faire directement de votre téléphone, qui va envoyer une information à l'antenne, et l'antenne va envoyer l'information directement au capteur. D'autres questions tant qu'on y est ? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait à la sécurité, c'est hyper important. Il y a un contexte en plus qui est un petit peu chargé en termes de sécurité et d'attaque des DOS sur l'IoT. LoRa, alors je ne peux pas trop parler de Sigfox parce que c'est un standard fermé, donc on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. LoRa, ça a été créé avec la sécurité déjà derrière la tête. Donc des systèmes de cryptage systématique de payload ont été intégrés dès le début. Il y a ensuite un système de cryptage par rapport au réseau. Aucune payload ne circule, aucune information ne circule en clair sur le réseau radio. La clé, en fait, ne circule jamais sur le réseau. En fait, il y a des clés de cryptage qui sont installées sur les capteurs et sur les serveurs qui vont bien, avec un système d'activation qui ne passe pas par le réseau là, et les clés ne sont jamais échangées sur les réseaux. D'accord ? Non, il faut rentrer les clés plus ou moins manuellement dans le réseau. Après, c'est un petit peu automatisé, mais en gros, on n'envoie jamais les clés de cryptage ni en clair ni encrypté directement sur les réseaux. Il y a des systèmes de master key qui font qu'on dérive des clés de sécurité de manière symétrique, à la fois sur le capteur, mais aussi sur le réseau. Et ce master key
ne circulent jamais sur le réseau directement. Et après, il y a tous ces masters qui sont stockés dans des systèmes de ce qu'on appelle le HSM, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est des modules de sécurité à base de hardware qui sont extrêmement sécurisés. En gros, si vous faites la moindre bêtise, le truc, il explose. En gros, c'est un petit peu l'équivalent des cartes SIM sans être des cartes SIM. D'accord, donc c'est sécurisé et là, cette sécurité n'a qu'un très faible impact sur la taille de la payload ou sur la consommation de la batterie. Parce que les clés même ne circulent jamais sur les réseaux. C'est ça. Alors, c'est des clés 128 bits AES si vous êtes expert du sujet. Mais... Oui, on peut tout craquer. Si vous avez l'ordinateur quantique qui va bien, vous craquez la NASA, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, là où vous avez raison, c'est qu'on est quand même dans un milieu contraint. Taille de payload, débit. Donc il faut trouver le juste milieu entre ce que l'on peut faire d'un point de vue sécurité sans forcément impacter la qualité du réseau. Certes, on peut faire, aujourd'hui on fait du 128, on pourrait faire du 512, du 2048, mais après le truc il est intenable d'un point de vue technique, parce que bande passante faible, parce que, etc. Il y a d'autres... Je vais laisser la place du coup à d'autres, hein, histoire de ne pas tout monopoliser. Merci Gabor. Donc on va en fait vous donner la... Oui, allô. En fait, on va donner la parole à Guillaume Raymond qui a créé sa start-up dans le domaine de l'IoT, puis qui a pas mal d'histoires à vous raconter dans ce sujet. Mais ce qu'il faut juste retenir de ce que vous a dit Gabor, je pense que tout reste à inventer en amont et en aval, hein, parce que c'est aussi un peu la réconciliation du soft et du hard, en fait, hein, cette histoire d'objets connectés. Donc Guillaume va vous raconter son histoire. Voilà, Guillaume. Bonjour, donc moi je suis Guillaume Raymond. Moi j'ai eu la chance de commencer ma carrière il y a 10 ans dans l'IoT, mais il y a 10 ans on appelait ça le M2M, le machine to machine. Donc à l'époque on connectait des voitures à internet pour faire ce qu'on appelait du diagnostic à distance, donc sur des voitures électriques, analyser l'état de santé des batteries par exemple, parce que les batteries étaient assez expérimentales, donc il fallait pouvoir remonter beaucoup de données, analyser les données sur des serveurs, et du coup les ingénieurs pouvaient réitérer sur la technologie des batteries. Ensuite j'ai travaillé dans la réservation à distance des voitures, donc on le connaît avec Autolib maintenant. Sauf que c'était avant Autolib, dans une startup qui s'est fait racheter par Hertz pour équiper les voitures de location Hertz. Ensuite est arrivé le monde de l'IoT dans lequel on le voit aujourd'hui, donc connecter en fait tous les objets. Et là, j'ai rejoint Actility il y a 2 ans pour les réseaux, parce que je me suis dit c'est chouette, les réseaux, on verra tous les objets qui vont se connecter dessus. Donc la technologie LoRa. Alors si vous avez des questions sur la technologie LoRa après, je serai disponible. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a quand même beaucoup de questions. Ça sera avec grand plaisir que je pourrai y répondre en questions techniques. Et il y a maintenant 6 mois, donc j'ai créé ma startup justement dans l'IoT aux besoins des personnes. Donc la société s'appelle Life Plus. Donc l'usage, c'est aujourd'hui, si je vous pose la question, typiquement, est-ce que tout le monde dans la salle sait comment va à l'instant T ses parents ou ses grands-parents? Je suis sûr que peu de gens dans la salle peuvent me dire aujourd'hui, je sais que mon grand-père va bien, qu'il a passé une bonne journée. Donc l'idée de Life Plus aujourd'hui, c'est veiller sur les personnes qu'on aime. Donc ça se repose sur une montre connectée dédiée aux personnes âgées, et des capteurs qui peuvent aller dans le domicile, qui vont permettre de justement analyser la santé de la personne, analyser son comportement, voir si tout va bien, et lever des drapeaux, prévenir la personne justement qui est en charge. Donc ça peut être les enfants, les petits-enfants, une aide à domicile, une assurance, peu importe. Prévenir une personne, dire il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a également d'autres cas d'usage. Nous, pour avancer dans l'aventure, on se fait accompagner par des médecins. Et il y a des médecins qui nous disent « Aujourd'hui, j'ai vu une personne âgée arriver chez moi qui me dit « Ça fait 3 semaines que je ne vais pas bien. » Bah oui, mais madame, c'était pas tout de suite qu'il fallait venir, c'était il y a 3 semaines. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser l'IoT aux besoins de ces personnes-là et d'arriver à analyser la santé et de dire « Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi. » En tout cas, on remarque avec des principes d'intelligence artificielle, de machine learning, de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas bien, et il faut lui dire, va chez le médecin.
Après, le médecin, il va faire son boulot, il va analyser tout ce qui ne va pas. Donc, en gros, c'est pour dire que l'IoT, il faut un usage. Donc, ce n'est pas que pour des capteurs de température, hein. Il faut un usage. Et du coup, c'est comment faciliter la vie des gens, comment aider les personnes, comment vraiment simplifier la vie également. Avec juste connecter un petit objet et analyser les bonnes données et surtout quoi faire de ces données. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas seulement la mesure. Je vais prendre un exemple, mais les capteurs température, donc on se dit, tiens, c'est chouette, on va prendre les températures de toutes les salles de l'école 42 et trop bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Ce qu'on peut imaginer, du coup, c'est de dire, je vais optimiser le chauffage. Je sais qu'il n'y a personne dans la pièce, donc je vais couper le chauffage. Je sais que la pièce, elle est réservée à telle heure, donc je vais préparer le chauffage, je vais la rallumer à telle heure. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, justement? C'est optimiser l'énergie, faire du bien à l'environnement, réduire sa facture, qui a l'impact sur le porte-monnaie directement. Et voilà. Donc, du coup, si un jour vous voulez aller dans IoT, posez-vous la question de je vais faire quoi avec, avant de se dire tiens, l'objet il est chouette, je vais récupérer de la data. C'est en gros qu'est-ce que je veux faire et quels sont les moyens que je vais faire pour y aller. Et typiquement, il y a quelque chose qu'on peut se dire là-dessus, c'est si je veux de la donnée, est-ce que je vais fabriquer mon capteur ou est-ce que je vais l'acheter? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés dans le hardware, hein, donc ils vont le faire, le capteur, très facilement. Ensuite, il y a des réseaux qui mettent déjà des capteurs. Par contre, ils n'ont toujours personne qui traite la donnée derrière. Donc, du coup, vous pouvez aller piocher directement dans des bases de données où il y a toutes les données qu'il faut. Et après, libre à vous d'inventer tout ce qu'il faut. Voilà, petite histoire de l'IoT. Quelques minutes, vous avez peut-être des questions. Moi, j'en ai une à poser juste avant à Guillaume. C'est que, par exemple, toi, ton capteur, là, donc ta montre que tu montrais que tu as autour de la main, tu l'as fait fabriquer par justement des boîtes spécialisées. Tu en as fait une partie. Comment ça s'est passé? Alors justement, parce que je disais acheter ou fabriquer votre produit. Nous, on s'est posé la question en fait de se dire tiens, pourquoi je prendrais pas une Apple Watch et je mettrais mes algos dessus et puis récupérer les données de la personne. Pour la simple et bonne raison que on s'est dit le produit, il faut qu'il soit dédié à un usage et nous, notre client, c'est la personne âgée. Donc déjà, l'Apple Watch, on s'est dit ok, elle est sexy pour nous parce qu'on est tous geeks, mais je suis pas sûr que ma grand-mère elle ait envie d'une Apple Watch à son poignet. Donc ça aujourd'hui c'est un proto, hein, vous allez me dire c'est moche, c'est gros, je suis complètement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui ça nous a permis de mettre des capteurs de type médicaux dedans, donc le produit il est totalement certifié médical. On sait que les données qui sont remontées, on sait qu'elles sont validées par des médecins. Donc en fait si on lève un drapeau et qu'on dit le rythme cardiaque il est pas bon, on sait qu'il est certifié. Alors que l'Apple Watch quand elle dit ton rythme cardiaque il est différent, ok, par contre il faut que je retourne chez le médecin pour m'assurer que mon rythme cardiaque il est pas bon. Donc en gros, c'est ça la petite histoire du produit. Et ensuite, pour répondre à ta question de la conception du produit, la conception, en gros, nous, on a fait toute l'architecture. Moi, je suis ingénieur en électronique, mais faire des produits aussi miniatures que ça demande quand même beaucoup d'ingénierie et beaucoup de main-d'œuvre et puis les bons outils. Donc en fait, aujourd'hui, on l'a fait sous-traiter par des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est industrialisation et réalisation de produits. Certification médicale, ça va aller impacter les process de développement, c'est-à-dire que le soft, typiquement, il est impacté complètement par la certif médicale. On doit séparer toute la partie mesure de données, traitement de données. Ça impacte l'industrialisation du produit. Donc nous, aujourd'hui, on est parti avec un partenaire industriel qui est certifié dans les produits médicaux. Donc c'est-à-dire qu'il a tout un process de traçabilité dans l'achat des composants, comment fabriquer le produit, comment tester le produit. Et ensuite, il y a tout ce qui est test clinique. C'est-à-dire que le produit, il est porté en test clinique et les mesures qui sont prises, elles sont validées pendant 6 mois avec un médecin. Donc le produit, il prend ses mesures, le médecin, il prend ses mesures à sa manière à lui, et c'est survalidé, validé, validé. Comme un test clinique de médicaments, comme un test clinique de n'importe quel produit. Après, les durées d'un test clinique peuvent varier en fonction des données qu'on a besoin de faire. Mais en gros, c'est comme ça que ça marche.
Alors en France, il y a un laboratoire, enfin je sais pas si c'est un laboratoire, mais il y a un organisme qui s'appelle le GMED. Ensuite, dans les certifications médicales, ça dépend du produit, donc si on est dans le corps ou pas. Et ensuite, il y a plusieurs classes. Il y a classe 1, classe 2, classe 3. Ça dépend, en gros, l'impact qu'on va avoir sur la personne. C'est-à-dire, est-ce que le produit, il peut dire à la personne, enfin pas dire à la personne, mais il peut avoir une prescription sur la personne qui peut aller jusqu'à faire mourir la personne. Donc ça, typiquement, un produit qui va faire de l'analyse sanguine, qui va dire, bah tiens, ton taux de sucre, c'est ça, et lui dire, après, prescrire un médicament mal, parce que la mesure n'était pas bonne, jusqu'à le faire mourir, ça, c'est des certifications médicales très hautes. Après, un produit qui va juste prendre un rythme cardiaque, mais qui ne fait aucune prescription, c'est-à-dire juste lever un drapeau et dire va chez le médecin, là, c'est les premières classes de certification, donc on est déjà beaucoup moins impacté. Alors bien sûr, pour traiter les données, il y a une application. Donc l'application, elle est faite aujourd'hui avec nos clients qui sont les médecins, des assurances, des mutuelles, pour arriver à traiter ces données et à lever les bons drapeaux et prévenir les bonnes personnes. Donc là, j'ai pas de démo parce que le produit il est toujours en cours de développement, mais voilà. D'autres questions? Alors on ne price pas directement la valeur, j'ai envie de dire. On price, nous, une solution. C'est-à-dire qu'on va dire, le produit, il va prendre soin de vous. Voilà. Après, ce que vous payez, c'est un abonnement par mois. Nous, on a conçu le produit de sorte à sortir les fonctionnalités petit à petit. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on livre le produit dans 6 mois, il va peut-être faire que l'option détection de chute. 6 mois après, il va peut-être faire l'option en plus, en gros, détection d'arrêt cardiaque, etc. Je dis n'importe quoi, mais en gros, c'est l'idée de la plateforme. C'est que grâce à toute cette récupération de données, on peut justement ajouter les use cases au fur et à mesure. Alors, en fait, on voit ça de manière à ce qu'on ne fait pas de vente directe. C'est-à-dire que le produit ne va pas se retrouver tout de suite à la FNAC et on va l'acheter pour ses grands-parents. Aujourd'hui, nos prescripteurs, ça va être des distributeurs de type mutuelle, assurance et médecins, des médecins gériatres en général. Donc, c'est eux qui vont repackager le produit dans leur solution. Typiquement, je vais prendre un exemple, c'est La Poste. La Poste, aujourd'hui, ils ont sorti une solution qui s'appelle Veiller sur mes parents, qui en gros, vous pouvez souscrire un abonnement à La Poste et dire je veux qu'un facteur aille voir mes grands-parents 2 jours par semaine. Donc en gros, lui, il va dire bah tiens, ça va être le lundi et le jeudi. Et en fait, nous, on peut fournir à La Poste notre solution pour qu'en plus que le facteur y aille tous les mardis et tout le vendredi. Parce que si ma grand-mère tombe le mercredi, j'ai pas envie que le facteur la retrouve morte le lendemain. Je préfère qu'il y aille directement l'après-midi. Donc en fait, la solution, elle peut directement prévenir La Poste. Et eux, dans leur service, ils vont dire bah faut déplacer quelqu'un tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est comme ça en fait qu'on vend notre solution. C'est les personnes qui sont sur le terrain qui repackagent la solution, qui la vendent au client final. Une question, ce sera la dernière. Alors oui, alors je vais prendre un exemple tout simple. La semaine dernière, il y a un article qui est sorti sur Nest. Donc Nest, c'est le thermostat, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et en fait, il y a un analyste américain qui a sorti un article qui a dit que Nest, aujourd'hui, ne gagnait plus d'argent. Si on prend Nest tout seul sans s'être fait racheter par Google, il serait déjà mort. Sur la simple et bonne raison que vendre du hardware pour vendre du hardware, il faut en vendre un paquet. Et pour en vendre un paquet, c'est pas simple. Et aujourd'hui, c'est bête, mais le service, c'est la chose la plus simple. Hein. Les télécoms l'ont compris depuis bien longtemps. Aujourd'hui, vous achetez pas un an d'abonnement, vous payez tous les mois. Donc, en gros, beaucoup de choses marchent comme ça. Et donc, cet analyste américain qui a parlé de Nest, il a dit que Nest, au lieu de vendre un thermostat 400 €, il ferait mieux de le vendre 3 € par mois. Il gagnerait plus d'argent. Alors, si. Nous, après, ce qui se passe de la donnée,
on peut ouvrir de la donnée et des applications à d'autres personnes. Ça, il n'y a aucun souci. En fait, ce que je veux dire, c'est que la solution, nous, Live Plus, telle qu'on l'a, nous, on la revend, par exemple, à la Poste avec un abonnement par mois. Ils vont nous payer 10 € par mois pour la solution. Eux, ils peuvent la revendre 50. C'est leur problème. Nous, on touche un... Oui, parce qu'en fait, nous, on a le moteur d'intelligence artificielle qui va justement dire il y a quelque chose qui va pas bien. Après, on veut l'ouvrir justement à d'autres solutions, parce que la solution, elle peut se combiner avec beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que si dans la maison, il y a déjà des capteurs qui vont dire la présence, la consommation d'eau, etc., l'idée, c'est de pouvoir agrandir toutes ces données et augmenter la précision des mesures, augmenter la précision enfin, toute la décision qui va se passer derrière. Donc, enfin, c'est vraiment, il faut partager cette donnée et il faut l'ouvrir. Après, comment on va le faire, je ne sais pas. Mais alors moi, aujourd'hui, tous les concurrents que je connais de la solution, parce qu'il y en a, heureusement d'ailleurs, ils sont tous sur abonnement. J'en connais aucun qui vend le produit tel quel. Aujourd'hui, on peut dire un produit concurrent qui pourrait arriver le jour où le produit sera fiable, ça sera l'Apple Watch le jour où elle sera certifiée médicale ou la Samsung S3, etc. Mais aujourd'hui, les capteurs ne sont pas certifiés pour faire ce type d'usage. Donc alors, c'est pas du tout un danger, au contraire. Le jour où ils seront sur ce créneau-là, ça sera justement génial parce que ça ouvre le champ des possibilités à tout le monde. Et justement, nous, ce jour-là, eh ben, on sera prêt parce que les algorithmes, ils seront là. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a créé, la montre. Mais demain, moi, j'espère bien que Samsung va la créer. Et justement, on aura juste à installer notre application dessus. Vas-y. Alors, je suis complètement d'accord sur le principe d'avoir peur et d'augmenter les factures. Après, ça c'est compliqué. Non, mais c'est l'éthique des assurances. C'est-à-dire qu'après, quand on vend un produit, et les assurances le font déjà pour les voitures, hein. Typiquement, s'ils vous disent de rajouter un boîtier pour analyser votre conduite, croyez-moi que derrière, c'est juste pour analyser comment vous faites et vous aurez des factures un peu suivant la manière où vous conduisez. Pour la santé, il y a juste un problème éthique qui se fait par rapport à ça. C'est que, imaginez demain, vous demandez un prêt et votre banque demande à votre assurance votre état de santé et du coup, votre capteur Fitbit, il a dit à votre assurance que vous faites n'importe quoi avec votre santé et que vous n'allez pas bien et que du coup, la banque, elle vous refuse le prêt juste pour ça. Effectivement, ça pose un grave problème d'éthique. Là-dessus, malheureusement, enfin, moi, j'y peux rien. Des solutions comme la nôtre, ils peuvent pas grand-chose. Euh, Oui, bien sûr, mais justement, je vais y venir, je vais répondre juste à la fin de votre phrase, où vous disiez effectivement, ça peut peut-être isoler encore plus votre grand-mère euh, plutôt que l'aider. Là, je suis pas d'accord. Euh,
Je vais prendre un cas très simple, la détection de chute. Aujourd'hui, une détection de chute, en général, quand une personne tombe et vraiment se fait mal jusqu'à rester inconscient par terre, c'est pas sa première chute. Et c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est arriver à détecter ces anomalies, détecter la fréquence des chutes et d'arriver à dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut agir tout de suite. C'est pas, il ne faut pas agir en retard et dire vous êtes tombé maintenant, il faut appeler le SAMU parce que vous êtes par terre. Ça, c'est le cas vraiment dernier recours. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à détecter cette fréquence de chute et arriver à prévenir la santé. Parce que la santé, en fait, vous pouvez vous dire que c'est un graphique avec des paliers. Et en gros, quand la santé commence à descendre et qu'elle atteint le palier suivant, vous aurez beau guérir, vous ne remonterez jamais au palier d'avant. Et ce qu'il faut, c'est arriver à détecter cette descente et tout de suite aller chez le médecin, faire ce qu'il faut, faire de la médecine préventive plutôt que curative, parce qu'en France, on est très en médecine curative, contrairement aux pays asiatiques. Et du coup, tout de suite, faire ce qu'il faut pour remonter à un état de santé valable. Oui, mais est-ce que c'était sa première chute? On ne sait pas. Et après, ça peut être des problèmes, ça peut être... Enfin, typiquement, il y a une des choses chez les personnes âgées, quand on commence à détecter des chutes, ben, des fois, c'est juste changer la paire de chaussures. Juste lui dire, bah, écoutez, changez vos chaussures pour avoir des semelles neuves, et ça va déjà aller mieux. Bon, ben, non mais... Moi, ce que je vous propose... Oui. Bon. Non, ça marche pas. Donc merci beaucoup Guillaume. Alors c'est des questions, il y a des questions qui sont nées qui sont très intéressantes parce que qui sont sur le sujet du rapport, de notre rapport aux technologies, de notre capacité à effectivement à les adopter, à se les approprier, ou est-ce que c'est finalement elles qui nous manipulent d'une certaine manière. Donc Guillaume vous a proposé une fois que vous aurez bu votre jus de fruits, de venir discuter avec lui de ces sujets. Hein. Je pense que à la fois sur les sujets techniques, puis sur les sujets aussi éthiques et philosophiques. Parce que je pense que c'est des sujets aussi très importants, parce que si on a 50 milliards d'objets connectés, 8 milliards d'individus, ils seront quand même en majorité, donc il faudra apprendre à vivre avec. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant pour terminer, c'est qu'on vous présente aussi concrètement la manière d'activer le DevKit là, sur la plateforme. Donc, je vais laisser Islam et Alexandre prendre les manettes. Voilà. Merci Alexandre. Bonjour tout le monde, merci Guillaume pour l'inspiration. Avec Islam, on va vous présenter maintenant les éléments qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre propre inspiration sous forme de projet. Donc comme Guillaume l'a rappelé, il y a plusieurs use cases, plusieurs types de projets sur ce type de technologie. La première chose pour vous, c'est un petit peu de délimiter les contours de votre projet, de savoir un petit peu ce que vous voulez faire. Vous avez du hardware, des applications. Vous pouvez vous situer d'un côté ou de l'autre de la chaîne ou des deux. Tout dépend vraiment de notre projet. La première étape pour vous, ça va être un petit peu de choisir votre device. Vous pouvez l'acheter. Comme disait là encore Guillaume, il y a des cas où ce sera le plus intéressant pour vous. Typiquement là-dessus, chez Activity, on a lancé un site market.thinkpark.com. Vous pouvez acheter différents devices sur différents usages, différents segments marché. Vous pouvez aussi le bricoler vous-même, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc typiquement, chez Activity, entre autres choses, on est assez friand de Raspberry Pi. Et il y a différentes choses qui permettent de mettre en œuvre la technologie LoRaWAN sur le Raspberry Pi, dont ce petit dongle Nemeus, qu'on plug en USB. Et du coup, avec lequel on peut envoyer des commandes AT via notre Raspberry pour du coup envoyer des commandes via le réseau LoRaWAN. Ce qu'on va vous présenter maintenant. Une fois que vous avez défini un petit peu votre use case et votre device, la première étape dans le parcours qu'on vous propose, c'est de créer un compte sur la plateforme ThinkPark. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur la plateforme partnerthinkpark.com. Donc, vous inscrivez avec vos credentials habituels. Et vous arrivez sur ce type de dashboard, à partir duquel vous pourrez enregistrer votre device via au moins 2 parcours. Un parcours plus classique qui est le parcours via une interface dans ce qu'on appelle Device Manager. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur la droite. Si vous êtes plus aventureux et vraiment des développeurs dans l'âme, vous pouvez jouer avec nos nouvelles API.
Vous pouvez entre autres donc créer le device et faire vraiment tout plein de choses avec ce que propose le système ThinkPark. Notamment, avec cette API, vous pouvez explorer un petit peu les options de décodage ou de connecteur. Parce que dans la chaîne, votre device, il va vous envoyer une payload donc qui sera cryptée, comme on l'a vu. Mais ce sera aussi à vous de voir comment vous voulez la transcoder, notamment si vous achetez un capteur de température sur le marché, qui est un format propriétaire. Si vous achetez juste le réseau, cette donnée-là est encore encodée. Nous, on propose notamment des décodeurs pour pouvoir avoir directement la donnée dans un format lisible que vous pourrez exploiter dans vos différentes applications, différents scénarios. Et également différents connecteurs sur les grands noms du cloud. Ici, on a cité Azure, mais on a aussi Amazon, Bluemix et d'autres qu'on est en train de développer. Au final, lorsque vous avez tout fait, vous arrivez un petit peu à ça. Donc, vous avez votre device que vous avez acheté, vous avez bricolé avec votre Raspberry et votre Nemeus. Une antenne. Donc ici, comme on l'a dit, vous disposez d'une antenne mise à disposition gracieusement à l'école 42. Donc vous pouvez dès maintenant, comme on l'a dit, vous inscrire et tester vos devices via ce réseau-là. Derrière, donc, c'est notre network server qui met à disposition la connectivité. Vos trams vont circuler à travers ce réseau et vont être acheminés via éventuellement un cloud, si vous disposez du connecteur qui va bien, mais surtout, in fine, vont arriver à votre application. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant, ce qu'Islem va vous présenter avec notre petit device de test. Ouais, attends, je vais d'abord effectivement parler de la création du device. Donc, notre device de test aujourd'hui, c'est juste un Raspberry Pi avec donc, ce dongle, on l'a rappelé, c'est un dongle Nemeus. Donc, c'est une antenne qui est compatible LoRa et un écran pour Raspberry Pi 3, classique. Donc, on va vous montrer combien il est simple, c'est pas des paroles en l'air, de créer un device et d'envoyer des trams et de recevoir des trams, enfin d'envoyer des trams du device vers une application que vous aurez développée et d'envoyer des trams de cette application vers votre device. Donc, alors, c'est là que ça commence à être marrant. Hop. Non, ça va aller. Hop, recopie vidéo. Parfait. Paf. Voilà, il fallait que j'arrive sur cette page-là. Donc ça, c'est notre page Swagger qui présente notre API qu'on a appelée DX. DX pour développeur expérience. Parce que c'est extrêmement important que l'interaction de vos systèmes avec les nôtres soit extrêmement simple. Donc là, je vais vous montrer comment on va créer un device. C'est un appel. Donc, je vais sur la partie device. Je vais sur la partie post. J'ai une trame très simple. L'ensemble des champs sont expliqués. Je ne sais pas si vous êtes tous un peu familiers avec Swagger, j'espère. Non? Alors, homework dès ce soir. Ouais. Dès ce soir, les gars. Ouais. Donc, je vais récupérer un champ qui est là. Je vais y arriver. N'ayez pas peur. Hop. Ouais. Donc ça, c'est le routing profile. C'est lorsqu'on crée donc un compte, vous avez le droit à un ensemble de devices. Sur le compte développeur, on a le droit à 5 devices. Et du coup, ces devices vont envoyer des trams vers le réseau. Et notre réseau va envoyer ces trams sur un serveur applicatif de votre choix. Donc c'est grâce au routing profile que vous allez indiquer où notre core serveur va envoyer ces trams-là. En gros, c'est le serveur, c'est votre serveur. C'est le endpoint que vous avez développé sur votre serveur, ou c'est le petit applicatif qu'on a sur notre GitHub que vous pouvez télécharger et que vous avez mis en place sur ce serveur-là. Donc voilà, ça c'est le routing profile, c'est là où on va router vos données. Donc nous, on a créé un routing profile pour Event. Je prends l'ID de ce routing profile, je vais sur mon device. Donc le device, je vais vous expliquer quelques-unes des données qui sont là. Il y a juste un nom, vous nommez votre device, un ID, un ensemble de clés que vous pouvez récupérer sur le dongle directement. C'est ça l'aspect sécurité. Les clés, en fait, elles sont provisionnées finalement. Enfin, elles sont. On donne le nom des clés
à notre applicatif à ce moment-là. C'est pour ça qu'elles ne sont jamais échangées entre le device et notre réseau. Et vous mettez justement un routing profile, c'est-à-dire l'endroit où vous allez envoyer les données. Donc, hop. C'est vrai qu'avec un micro, c'est moins simple. Non, ça va aller. T'inquiète pas. Hop. Donc là, un appel. Et je viens de créer mon device. Donc là, dès maintenant, j'ai ce device qui va pouvoir communiquer avec le réseau et qui va pouvoir envoyer des données sur les URL que j'avais mis dans le routing profile. Donc le routing profile, il est là, l'URL. Alors, c'est là. Donc ça, c'est un petit applicatif qui va nous permettre de voir les requêtes qui passent. Donc je vais brancher mon device à ma source d'énergie, qui est mon PC, enfin mon Mac. Donc sur ce Raspberry, en fait, on a fait deux choses. On a créé un petit serveur Node avec un petit applicatif que vous allez voir, où en gros, on a simulé un device qui balance des infos sur la température pour l'uplink. Et on va envoyer, à partir de notre applicatif web, une info texte qui va s'afficher sur notre device. C'est vraiment pour illustrer et la communication ascendante et la communication descendante. Donc, est-ce que c'est en train? Très bien. Alors là, je vais vous montrer aussi la GUI dont vous a parlé Alexandre, qui est le Device Manager. Alors, quelque part dans le coin, parce que la réception est très très bonne, donc on ne doit pas être loin. En l'occurrence. Donc ça, c'est la GUI auquel vous avez accès quand vous créez un compte, qui va vous permettre de voir les différents devices que vous avez activés. Donc là, en fait, vous pouvez voir le device que je viens de créer. Il n'est pas encore connecté, puisqu'on n'a aucune information ici. OK. Donc, à premier envoi, au moment où on envoie pour la première fois des infos en uplink, on va voir le statut du device changer. Il va apparaître comme étant connecté, si tout se passe bien. Et voilà. Non, jamais avec moi. Ouais. Alors. Donc. Moi, je peux le tenir. Enfin, en fait, j'ai pas besoin de ça. Vous m'entendez tous correctement? Ok. Ok, d'accord. Donc, je vais tenir le device, vous montrer ce que ça fait en même temps, ça va être génial. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une sorte de petit graphique qui indique une température. Donc là, on a 17,5. Ouais, parfait. Et ce qui va se passer, c'est que je vais orchestrer, enfin, je vais vous montrer, en changeant la valeur de la température sur mon écran, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer une trame que vous allez pouvoir, voir sur le serveur que nous, on a installé pour la démo. Donc, si tu veux bien, un instant, Alexandre, modifie la température quand je vais te le demander. Très bien. Alors là, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Parfait. Donc là, je vais mettre à jour. Donc la dernière trame date de 19h10. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si... Voilà, ok. Donc, à combien est la température sur le device? Ah, j'ai la payload en clair normalement. C'est pas grave, je vais la prendre. Allez, vous la payload. Alors, elle est là. Donc, je vais prendre la payload. Et voilà. Mais non, tout se passe bien. Je prends la payload, je fais X to string sur Internet.
Je vais là. Ça se voit que c'est un outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Je fais ça. Et là, au miracle, je ne sais pas si vous voyez correctement. C'est bon? Donc la température est bien de 41,5. Donc là, on a orchestré la manière d'envoyer. Enfin, là, on a orchestré l'uplink, c'est-à-dire l'envoi d'une donnée à partir du device vers un serveur de votre choix. Encore une fois, ça, c'est lorsque vous créerez vos comptes, vous mettrez dans le routing profile le serveur de votre choix et vous irez sur ce serveur-là et vous verrez ces infos-là. Alors, ce qu'a évoqué Alexandre tout à l'heure, c'est que nous, on fait aussi un ensemble de connecteurs vers les cloud vendors les plus importants qui ont mis des solutions IoT en place. Je ne sais pas si vous connaissez tous AWS, enfin j'espère. Oui, non? Ça vous dit quelque chose? AWS, Bluemix, ThinkWorks, tout ça, c'est des grands noms qui ont mis, enfin c'est des personnes qui proposent des solutions de management de device IoT de manière industrielle. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des connecteurs entre nos solutions ThinkPark et ces connecteurs-là. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui utiliser AWS IoT, si vous le souhaitez, même avec des devices LoRa. Donc c'est assez simple à illustrer. Donc, alors. Tu disais? Non? Alors, on peut. Une antenne LoRa. Alors, ressources. C'est 280. Il faut toujours remettre de l'humain dans le process. Alors là, en fait, effectivement, on va illustrer la connexion entre ce device, notre core network et un serveur, enfin, et un espace Amazon IoT qu'on a plugué avec ce device. Donc c'est assez simple. Je subscribe à une file. Enfin, je vous encourage à aller voir, à découvrir si le sujet vous intéresse. AWS IoT, Azure IoT, qui sont des solutions qui simplifient finalement le management de ces différents des devices. Alors, ce qu'on peut faire, c'est modifier la température ici. Et normalement, j'ai pris le bon. C'est bien 280. Ah, parfait. Tout à fait. Alors, je vais faire ça. Paf, subscribe. Et là, ça devrait marcher. Voilà. Donc là, en fait, on a modifié la température sur le capteur. Le capteur a émis une payload. La payload est passée sur notre serveur. Elle a été transférée sur AWS IoT. De manière complètement transparente pour vous. Oui? Subscriber, publisher. Alors, dans le process, en fait, nous, donc, notre métier, c'est de récupérer des trames qui sortent d'un device et de les traiter, décrypter si vous nous donnez la clé de cryptage, etc. Et de les envoyer vers un AS, un serveur qui vous appartient. Donc ce serveur, ça peut être votre petit serveur sur OVH. Vous pouvez mettre donc le petit, le code qu'on a développé pour voir votre RAM. Ou vous pouvez, si vous voulez gérer de manière très industrielle vos devices, utiliser des solutions comme AWS ou Azure. Et donc nous, on crée des connecteurs via MQTT. C'est effectivement, la technologie qui est employée par AWS, c'est MQTT. Donc, nos connecteurs sont MQTT. Donc nous, on crée des connecteurs qui envoient directement la donnée sur ce cloud vendor. En gros, on fait le connecteur pour vous. Voilà. Alors, utiliser notre service, c'est envoyer l'information justement sur un serveur que vous avez créé vous-même. Mais ça, en fait, c'est une option. Si vous voulez utiliser un système préexistant comme ThinkWorks, qui est un autre outil de management de device,
vous avez pas, vous avez le choix en fait. Vous pouvez, nous on le permet. Nous on permet de se plugger à ce genre d'outils. C'est pas une obligation, c'est juste une possibilité pour vous, une possibilité supplémentaire. Alors, Vas-y. Je vais répondre à la question. En fait, LoRa, c'est pas basé sur du IP, c'est basé sur des adresses MAC en fait, hein. Donc LoRa et la partie LoRaWAN, c'est vraiment la couche MAC. Si vous êtes familier avec les différentes couches réseau. Donc les capteurs n'ont pas d'adresse IP. Dans un réseau LoRa, le cœur de réseau est essentiel, est obligatoire. On ne peut pas faire sans un cœur de réseau. Le cœur de réseau, il va gérer plein de choses. Il va gérer donc partiellement donc, la partie adressage sur la couche MAC, va également gérer toute la partie cryptage, décryptage, donc la sécurité, va gérer en fait le réglage du débit variable, va gérer tous les processus d'activation, de désactivation des capteurs de manière sécurisée. Il va gérer énormément de choses. Tout ce que vous ne voyez pas, qui sont vraiment sur des couches MAC, donc tout ce qui est service, comment envoyer des commandes aux capteurs, des commandes service, enfin plein de choses. C'est pas quelque chose qui est facilement réplicable. En fait, la valeur est vraiment dans le cœur de réseau. C'est pas juste un serveur. Un serveur normal ne peut pas gérer tous ces éléments-là. Il faut vraiment un type de serveur complètement dédié à la gestion d'une flotte de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'objets. Et ça, c'est vraiment quelque chose complètement à part. On ne peut pas faire de parallèle entre les serveurs qui tournent sur les cœurs de réseau et les serveurs Apache, Nginx, etc. C'est deux choses complètement différentes avec des rôles vraiment très spécifiques. Donc les deux ne sont pas interchangeables et ce n'est pas évident de programmer du jour au lendemain un cœur de réseau. Imaginez-vous, c'est le métier d'Orange de opérer des réseaux comme ça. Donc c'est des choses qui sont utilisées par des boîtes comme Orange, comme Bouygues Telecom. Donc c'est pas accessible à la première personne qui débarque. Alors, dans l'absolu, comme ce standard ouvert, il est tout à fait possible et autorisé de programmer son propre cœur de réseau. Si vous voulez le faire, c'est complètement votre choix de le faire. Si vous y arrivez. Après, c'est une autre histoire. Alors, on a une offre qui est en mode... En fait, on a une offre qu'on peut livrer à un opérateur, donc installer directement chez un Orange, chez un Bouygues Telecom, etc. Mais on a également une offre qui est dans le SaaS, où donc le cœur de réseau est dans le cloud. D'accord, donc il n'y a rien installé, vous connectez, et là, évidemment, le coût est proportionnel au nombre d'antennes, au nombre de capteurs. Ça peut commencer très bas, je ne vais pas commencer à rentrer dans les prix, mais la barrière à l'entrée pour un petit réseau est très faible. Vous avez vu, hein, on a une offre gratuite, une antenne jusqu'à 5 capteurs gratuits. Donc on peut très facilement commencer et après ça scale de manière très très linéaire et très proportionnelle. On peut en discuter après, si vous avez d'autres questions, on en discute après pendant l'apéro. Pour terminer la démo, on va vous montrer le downlink, donc la communication descendante entre un cloud. Donc là, pour le coup, c'est Azure. Une petite application qui, en gros, utilise la communication avec Azure IoT pour envoyer des trams. Donc, Islem a tapé i42 et c'est ce qui s'affiche à l'écran du Raspberry Pi. Tu remets le dernier slide, je vais parler de GitHub. Ouais, vas-y. Donc pour terminer, si vous voulez reproduire ça chez vous, on a mis toutes les sources sur GitHub. Donc pour la partie device, le premier lien, Demo Smart Building Device, donc c'est tout ce qu'il vous faut pour refaire la partie device avec un serveur Node.js qui envoie les commandes AT sur le même Nemeus. Et pour la partie serveur, donc le petit utilitaire que Islem vous a montré, qui montrait les trams HTTP,
qui avait été reçu. Pareil, on l'a mis, donc ça peut vous servir de base pour vos projets à vous. Merci à tous. Alors, merci Alexandre. Donc on va conclure, en vous remerciant aussi de votre attention. On va poursuivre, il y a beaucoup de questions, les débats autour d'un cocktail là, qui sera servi dans la première cantine, parce qu'on a une deuxième là. Pardon ? Oui, j'allais justement faire une transition vers Julien, parce qu'on va, enfin, pas ce soir malheureusement, parce qu'on a un petit souci de stock, mais vous remettre en fait quelques dev kits à l'école, hein, où vous retrouverez un certain nombre des éléments qui vous ont été présentés, et vous pourrez utiliser une vidéo tutoriel qui a été créée ici. Alors le comédien est dans la salle. Donc, je vous demande d'essayer de repérer où il se trouve, hein, et vous gagnerez le droit de reprendre 2 fois des cacahuètes. Voilà. Donc je vais vous juste montrer cette petite vidéo que l'école 42 nous a permis de tourner ici. Et les réalisateurs aussi sont ici dans la salle. Hein. Voilà, vous êtes juste au fond. Voilà, donc on vous montre ça. Hello world, I'm Julian from Actility Paris. Actility is a French startup leader in the Internet of Things. We're here today at École 42, a very exciting place to talk about something also very exciting, the ThinkPark low power on wide area network for small sensors. ThinkPark is a complete solution which allows you to manage your connected devices. Our IoT platform, originally developed for operators and companies, enables data transmission from billions of connected devices over LoRa radio protocol. Now, we have opened our platform to developers, so you can come and join the fun. Plus, we have something awesome in store for you guys. It's the ThinkPark Dev Kit. Let's see what's inside and how to use it. In your toolbox, you'll find a LoRa gateway, which is made of a sweet Raspberry Pi, a LoRa modem, a power supply, and the antenna. Of course, you know that LoRa stands for long range. And it's super cool, because it means you can have a very long distance between your sensor and your antenna both ways. LoRa is a bidirectional protocol. This gateway allows your packets to travel from LoRa radio to IP towards our core network servers. Your payloads are then forwarded to your favorite applicative server. Your box also includes what we call the device. It's a microcontroller which comes with its LoRa extension. The benefits of LoRa are low battery consumption, tiny secure packets, here we're talking bits. This is what makes LoRa ideal for connected buildings, smart cities, e-health and so on. The only limit is your imagination. That's it. It's not rocket science, is it? Now you've seen how to onboard everything, I will show you in the next part how to connect your dev kit with our very useful online tools. Voilà, donc on applaudit Julien. T'as quelque chose à ajouter pour ta défense? Tiens, vas-y. Ouais. Je suis pas juste comédien en fait. Moi, je travaille chez Actility, bonsoir tout le monde, depuis 1 an. En fait, je suis chef de projet et avec un fort bagage technique. Et en fait, l'idée, c'était d'associer les équipes techniques et le marketing pour vous faire un peu une sorte d'introduction un peu fun. Et parce que justement, l'IoT, c'est quand même quelque chose de super moderne. Vraiment, il y a tout à faire. Et donc voilà, on a fait ces petites vidéos pour essayer de faire un truc un peu plus sympa qu'un juste un simple tutoriel à mettre en PDF qu'on a vu trop souvent. Donc là, il y a Stéphane et Bruno qui nous ont aidés et accompagnés sur ce projet. Ils essaient de se cacher au fond, mais voilà, je vous ai pas raté. Donc éventuellement, tu veux directement mettre la deuxième vidéo ce soir, ou on leur laisse peut-être la voir plus tard, parce qu'elle est vraiment très technique. Ouais. Voilà, donc du coup, ce que je vous invite à faire, sur YouTube, vous mettez Actility, c'est disponible sur notre channel. Donc, vous trouverez 2 vidéos, ça c'est la vidéo un peu introduction, et une vidéo un peu plus pas à pas, où je vous accompagne pour essayer de bien mettre les différentes clés et identifiants qui vous permettront d'avoir vos capteurs opérationnels sur le réseau LoRa. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on est là pour ça, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont encore 2-3 questions ou on va à l'apéro? Je pense que c'est unilatéral là.
Donc on vous remercie et puis donc allez sur le site, effectivement la chaîne YouTube, sur le site partners.thinkpark.com pour vous créer un compte et vous pouvez connecter 5 devices. Puis également sur la plateforme meetup.com, le meetup s'appelle Commit IoT. On vous tiendra comme ça au courant des autres meetups qu'on organisera. Voilà. Et puis n'hésitez pas, c'est intéressant, on ne va pas le faire maintenant, mais pendant le cocktail, à nous faire des retours aussi. Bon, c'est peut-être aller rapidement sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qu'on pourra améliorer. Voilà, on est dans ce processus d'amélioration continue. Alors, voilà. Non, 5 devices par compte utilisateur créé sur la plateforme. Donc voilà. Donc montez un business, hein, si vous avez envie de monter un business, ça peut être l'occasion. Voilà, on se retrouve là donc à la cantine et merci à toutes et à tous de votre attention.